Elle a dit au dîner, j'ai fait peur à ta mère exprès et les conséquences ont dérapé vite, transformant la table en tribunal où chacun a vu son vrai visage. J'ai 31 ans, et Camille et moi étions ensemble depuis presque 2 ans. Ce soir-là, nous dînions dans un petit bistrot de Portland, l'équivalent américain d'une brasserie lyonnaise, intimiste, chaleureux, avec des tables serrées et des lumières douces. Normalement, c'était l'endroit où je l'emmenais quand je voulais une soirée tranquille. Mais elle avait décidé d'un autre programme. Pendant tout le repas, elle lançait de petites piques, des commentaires chuchotés juste assez forts pour que le serveur, et probablement la table derrière nous, puissent les entendre. Arrête d'être un fils à maman, a-t-elle soufflé en souriant, comme si c'était une plaisanterie innocente. Je me suis contenté d'avaler ma gêne avec mon verre d'eau. Puis, entre le plat et le dessert, elle s'est penchée vers moi, le menton haut, les yeux brillants d'une satisfaction trouble. J'ai fait exprès de faire peur à ta mère aujourd'hui. J'ai senti mon cœur se figer. Ma mère, Claire, 64 ans, avait fait un épisode cardiaque l'an dernier. Elle vit chez moi le temps de se remettre. Camille le savait, mieux que quiconque. Elle s'est adossée à sa chaise comme si elle venait de remporter une victoire. Elle a dépassé les limites. Je l'ai remise à sa place. Et là, quelque chose en moi s'est fracturé, silencieusement mais définitivement. Camille racontait son histoire comme si c'était la scène la plus drôle de son existence, les épaules secouées d'un rire enfantin, alors que tout en moi se contractait. Tu sais qu'elle fait sa petite promenade à la même heure, tous les jours. Alors je me suis caché près des marches, juste derrière le buisson. Et quand elle est revenue, boum. J'ai sauté devant elle et j'ai hurlé en plein visage. Tu aurais dû la voir. Elle a failli tomber. Elle attendait visiblement que je rie avec elle. Je crois que j'ai d'abord pensé qu'elle plaisantait, une exagération, un récit mal tourné, quelque chose qu'elle enroberait, qu'elle rectifierait, qu'elle minimiserait. Mais non. Ses yeux brillaient d'une satisfaction réelle, presque cruelle. La table derrière nous devint soudain silencieuse. Le couple, la femme serrant son verre, l'homme crispant sa mâchoire me regardait comme si j'étais complice de quelque chose de monstrueux. Je me suis levé, la chaise raclant le parquet trop fort. J'ai jeté des billets sur la table, comme pour couper court à cette scène absurde. Camille, ma mère a un problème cardiaque. Tu le savais. Elle leva les yeux au ciel, un geste qu'elle utilisait souvent pour clore les discussions qu'elle jugeait ennuyeuses. Mon Dieu, arrête ton cinéma. Elle exagère tout. Elle passe son temps à faire semblant d'être fragile. Ces mots ont résonné en moi comme une gifle. Camille parlait de ma mère comme d'un obstacle, une gêne, un poids à déplacer. Pas comme d'un être humain. Je sortis mon téléphone pour appeler ma mère. Les doigts tremblants. 3 sonneries. Puis sa voix, mais, pas sa voix, pas la version vivante, enjouée, un peu têtue que je connaissais. Une respiration sifflante. Un ton presque absent. Julien, il y a une pression dans ma poitrine. Je crois que ça va passer, je vais m'allonger. Non. Ce n'était pas simplement de la fatigue. Pas juste un stress passager. Je le sentais. Je n'ai même pas répondu à Camille, je me suis contenté de tourner les talons et de sortir du restaurant en courant. J'ai dû traverser le parking sans vraiment le voir. Je ne sais pas comment je suis monté dans la voiture. Mes mains tremblaient tellement que j'ai mis 3 tentatives avant d'enfoncer la clé dans le contact. J'ai roulé trop vite, beaucoup trop vite. Les feux rouges étaient des obstacles secondaires, les limites de vitesse un concept abstrait. Je ne pensais plus. Je n'étais qu'un mouvement, une impulsion, rentrer, rentrer, rentrer. Quand j'ai tourné dans notre rue, j'ai reconnu immédiatement quelque chose de mauvais. Toutes les lumières de la maison éteintes, sauf la petite lampe près du canapé, celle que ma mère n'allumait jamais en journée. Elle n'allumait cette lampe que quand elle avait besoin de s'asseoir, de respirer, de calmer des palpitations. Je suis entré en laissant la porte claquer, appelant. Maman. Son sac était sur le sol, renversé, comme tombé de sa main. Elle était assise dans le fauteuil, une main sur sa poitrine, l'autre agrippant la coudoir comme si elle essayait de se retenir dans le monde réel. Julien, je suis désolé, ça va aller, je veux juste reprendre mon souffle. Ça n'allait pas. Je voyais dans ses yeux cette panique qu'elle essayait toujours de me cacher. J'ai attrapé mon téléphone, déjà prêt à composer. Ne bouge pas, maman. Je t'emmène à l'hôpital. Non. Elle secoua faiblement la tête. Appelle,
ils arriveront plus vite, je ne veux pas que tu conduises encore comme ça. Elle avait raison. J'ai composé le 911, la voix sèche, mais étonnamment calme. J'ai donné notre adresse, expliqué la situation, mentionné son problème cardiaque, décrit son état. Pendant que je parlais, elle fermait les yeux par intermittence, comme si elle se battait contre un sommeil trop lourd. Reste avec moi, maman. Parle-moi. Elle me serra les doigts avec une force infime. Ce n'est rien, juste un peu de peur. La peur. Celle que Camille lui avait infligée intentionnellement. Comme une enfant malveillante jetant une pierre dans une mare pour regarder les cercles se former, sans jamais comprendre qu'un cœur fragile n'est pas une mare, mais un fil. Le médecin régulateur au téléphone me demandait de vérifier son pouls, sa respiration. Je suivais les instructions mécaniquement, tandis que dans mon ventre montait une colère froide, une colère qui ne criait pas, qui n'explosait pas. Une colère qui s'installait, solide, immobile, comme du béton qui prend forme. Les sirènes arrivèrent quelques minutes plus tard. Les ambulanciers entrèrent avec ce mélange d'efficacité et de douceur que seuls les gens habitués à frôler la vie et la mort savent avoir. Ils posèrent des questions, prirent les constantes, installèrent l'oxygène. Et dans tout ce chaos organisé, une idée se forma dans mon esprit, simple et parfaitement nette. Camille avait franchi une frontière qu'on ne pardonne pas. Ma mère était étendue sur le canapé quand les ambulanciers sont arrivés, pâle comme une page vierge, les lèvres serrées, les doigts crispés contre son chemisier comme si elle essayait physiquement d'empêcher son cœur de s'emballer. Son flacon de médicaments était posé sur la table basse, ouvert mais intact, comme si elle avait tenté d'en prendre un puis avait abandonné l'idée faute d'air. Les ambulanciers travaillaient autour d'elle rapidement, méthodiquement. L'un prit sa tension et son visage se durcit immédiatement. Pression très élevée. Rythme irrégulier. Probablement une réponse liée au stress aigu. Stress. Un mot si simple, si banal, mais qui prenait une couleur différente ce soir-là, proche du danger. Ils l'ont installé sur le brancard, m'ont demandé de prendre son sac, puis nous sommes partis dans un hurlement de sirène. J'étais assis derrière, les mains tremblantes, incapable de penser à autre chose qu'à la manière dont elle avait dû se sentir seule, terrorisée, et pourquoi. Tout cela pourquoi? Pour un jeu. Une farce. Une humiliation gratuite. À l'hôpital, la lumière fluorescente du service des urgences nous avala aussitôt. Les infirmières se relayèrent, câbles, électrodes, machines bipant en cadence. L'unité cardiaque l'a pris en charge presque immédiatement. Une médecin, Dr Moreau, m'expliqua d'une voix calme mais tendue. Nous l'admettons en observation pour la nuit. Le cœur est fragile après un événement comme celui-ci. Même si elle se stabilise, il faudra surveiller. J'ai hoché la tête, muré dans un silence qui n'était pas de la peur, ni même de la tristesse, mais quelque chose de plus dense, plus sombre. Une lucidité glacée. Je m'installais dans la salle d'attente, prêt à y passer la nuit entière si nécessaire, lorsque j'ai entendu un cri aigu déchirer le hall. Un cri que je reconnaîtrais entre mille. Camille. Je me levai d'un bond juste à temps pour la voir débarquer dans le lobby des urgences, cheveux en bataille, visage rouge, gestes désordonnés. Les gens autour d'elle reculaient comme si une tempête venait d'entrer dans le bâtiment. Il m'a abandonné. Ce petit prince à maman m'a laissé seul. Sa mère joue la comédie. Elle fait semblant pour attirer l'attention. La réceptionniste leva les mains. Mademoiselle, vous devez vous calmer, c'est un hôpital. Camille se tourna vers moi, yeux brillants de fureur, comme si j'étais responsable de son propre désastre. Tu veux vraiment me faire passer pour la méchante? Je t'ai dit que ta mère manipule tout le monde. Elle n'a rien. Rien. Sa voix résonna dans le hall, se brisant contre les murs blancs. Plusieurs patients sur des fauteuils roulants la fixaient avec une incompréhension choquée. 2 infirmiers approchèrent. Puis un agent de sécurité. Mademoiselle, vous devez sortir. Immédiatement. Je ne sortirai pas avant que cet hypocrite m'écoute. Ils n'ont pas discuté longtemps. 2 minutes plus tard, elle était escortée dehors, hurlant encore, les mains agitées, lançant des accusations absurdes qui s'évaporaient dans l'air froid de la nuit. Je restais immobile, presque détaché. Et pourtant, au fond de moi, quelque chose venait de se verrouiller définitivement. Quelques instants plus tard, la médecin revint vers moi. Elle m'invita à m'éloigner de la zone de passage, puis me regarda droit dans les yeux. Monsieur, je dois vous dire quelque chose en tant que professionnel de santé.
Ce qu'elle a fait, intentionnellement effrayer une patiente cardiaque, c'est potentiellement dangereux. Elle marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Pour être honnête, dans certains cas, cela peut être considéré comme une forme d'agression. Le mot me frappa comme une évidence. Pas une exagération. Pas une interprétation. Une vérité clinique. Agression. Je la remerciai d'un simple signe de tête. Pas de drame. Pas de promesse. Juste une certitude qui s'ancrait en moi comme une pierre jetée dans un puits profond. Je restai encore 1 heure, jusqu'à ce qu'il me confirme que ma mère était stable. Pas tirée d'affaire, mais hors de danger immédiat. Elle dormait sous surveillance, sous oxygène, avec des capteurs partout. Une image que je n'oublierai jamais. Quand je sortis finalement de l'hôpital, il était presque minuit. L'air nocturne de Portland sentait la pluie et le bitume froid. Les lampadaires projetaient des halos jaunes qui tremblaient dans la brume légère. Je me suis dirigé vers ma voiture, pris une longue respiration, et au lieu de rentrer chez moi, j'ai tourné le volant dans la direction opposée. Le poste de police centrale n'était qu'à 10 minutes. À l'accueil, j'ai expliqué ce qui s'était passé. La réceptionniste prit des notes, puis un officier vint me chercher. Je racontai tout, la frayeur préméditée, la condition cardiaque, l'hospitalisation, les crises, les témoins, le comportement à l'hôpital. L'officier hocha la tête. Monsieur, ce que vous décrivez, c'est sérieux. Nous allons prendre votre déclaration complète. J'ai signé le rapport, relu chaque ligne avec une précision froide. Quand je suis sorti du commissariat, le ciel commençait à s'ouvrir, quelques gouttes de pluie tombant sur mon manteau. Je n'avais pas de colère brûlante en moi. Juste une résolution claire. Ce n'était plus seulement une rupture. C'était une ligne de défense. Le lendemain matin, je me réveillais avec 20 notifications, dont la moitié venaient d'amis me demandant si tout allait bien avec Camille. Le reste, c'était elle. Camille avait transformé son profil Instagram en théâtre grec, tragédie comprise. Une photo d'elle en larmes, filtre dramatique, caption. Je suis expulsé de chez moi par un fils contrôlé par sa mère toxique. J'ai tout sacrifié pour lui. #victime, #heartbreak, #courage. Sous le post, un cœur de commentaires indignés. Tu mérites mieux, ma belle. Les hommes qui laissent leur mère décider de tout, fuir. On t'héberge si besoin, reine. Je posai mon téléphone sur la table, inspiré profondément. J'avais toujours su que Camille maîtrisait l'art de la mise en scène, mais là, elle était passée en mode production hollywoodienne. Dans l'après-midi, son amie Anaïs m'appela ou plutôt hurla avant même que je ne décroche complètement. Comment as-tu pu humilier Camille comme ça au restaurant? Elle est en pleurs depuis hier. Tu es un monstre. Je restai silencieux un instant, puis répondis calmement. Elle a déclenché un épisode cardiaque chez ma mère. Elle a, littéralement, surgi des buissons pour lui faire peur. Un silence lourd tomba au bout du fil. Puis Anaïs répliqua. C'est faux. Camille ne ferait jamais ça. Tu mens parce que tu ne supportes pas que quelqu'un te tienne tête. Et elle raccrocha. Je pensais naïvement que le cirque s'arrêterait là. Erreur. Le soir, je reçus un appel d'un numéro inconnu. C'était Madame Rousseau, la mère de Camille, avec une voix épaisse et un accent dramatique comme si elle avait pris des cours de théâtre classique. Julien, je suis profondément déçu. Ma fille est une jeune femme sensible. Votre mère vous manipule depuis des années, c'est évident. Camille n'a jamais été autre chose qu'une victime d'abus émotionnels. J'aurais pu répondre, expliquer, me justifier, mais à quoi bon? Je terminai l'appel rapidement. 2 jours plus tard, la situation franchit un nouveau niveau d'absurde. J'étais en train de rentrer chez moi lorsque j'ai vu Camille discuter avec les managers de l'immeuble, au niveau du hall sécurisé. Elle avait cette expression outrée, les bras croisés, donnant l'impression d'expliquer un complot gouvernemental. Quand elle m'aperçut, elle agita la main. Julien. Dis-leur. Donne-moi une clé. Je suis ta partenaire de fait. Nous vivons ensemble depuis des mois. Je restai immobile quelques secondes. Les managers me regardaient déjà, visiblement excédés. Nous n'avons aucun dossier indiquant qu'elle vit ici, monsieur. Elle insiste pour revenir dans votre unité. Si vous confirmez. Je confirme qu'elle n'a jamais eu de bail, ni de clé. Et qu'elle ne vit pas ici. Camille se tourna vers moi comme si je venais de l'assassiner en pleine scène d'opéra.
Tu me renies? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Camille, pars. Elle tenta de forcer le passage. Mauvaise idée. Les managers appelèrent immédiatement la sécurité. 2 agents s'approchèrent, et après quelques protestations et une performance digne d'un mauvais soap-opéra, elle fut escortée hors de la propriété. Je pensais avoir vu l'apogée de sa créativité. J'avais tort, encore une fois. Le soir même, un agent frappa à ma porte. Je signai un accusé-réception sans comprendre, jusqu'à ce que je lise le contenu de l'enveloppe. Une demande de restraining order. Contre moi. Camille affirmait, dans des paragraphes dignes d'un roman policier, que je l'avais menacée de mort, que je l'avais jetée à la rue, qu'elle vivait dans la peur constante et que j'étais mentalement instable. Le plus grotesque, c'était la précision de certains détails inventés. Des disputes qui n'avaient jamais existé, des messages que je n'avais jamais envoyés, des scènes violentes qu'elle décrivait avec tant de couleurs qu'on aurait presque pu croire qu'elle rejouait le scénario d'un film qu'elle adorait. Je restai longtemps immobile dans mon salon, l'enveloppe à la main, la lampe allumée, le silence épais autour de moi. Et puis, je me mis à rire. Un rire sans joie, fatigué, presque incrédule. Camille venait d'ouvrir une porte qu'elle n'aurait jamais dû toucher. Parce que désormais, il n'y aurait plus simplement une réaction à ces mensonges. Il y aurait des preuves. Des rapports médicaux. Des témoins. Des enregistrements. Et un dossier policier portant son nom. La tempête qu'elle avait invoquée allait, lentement mais sûrement, se retourner contre elle. Le matin de l'audience, le tribunal avait cette odeur particulière, un mélange de papier humide, de nervosité et de justice en attente. Je m'étais assis au premier rang, mon avocat à mes côtés, tandis que les minutes s'étiraient comme des fils trop tendus. Puis Camille entra. Elle portait une robe noire, celle qu'elle gardait pour les grandes occasions, mais aujourd'hui, elle ressemblait davantage à une actrice jouant un rôle dramatique qu'à une femme sincère. Les épaules rentrées, les mouchoirs déjà dans la main, elle avançait en tremblant volontairement, à petits pas mesurés, comme si chaque mouvement devait convaincre l'audience de sa fragilité. Lorsque son affaire fut appelée, elle éclata littéralement en sanglots avant même d'atteindre la barre. « Votre honneur, j'ai vécu un enfer. Julien m'a isolé, il me rabaissait constamment, et sa mère me harcelait psychologiquement, je n'avais nulle part où aller. » Les mots glissaient de sa bouche comme du théâtre amateur, trop parfait, trop huilé, trop synchronisé avec chaque larme soigneusement placée. Le juge, un homme aux lunettes droites et au regard neutre, la laissa parler. Il prenait des notes sans montrer la moindre émotion. Ce genre de calme m'aurait inquiété autrefois. Aujourd'hui, il me rassurait. Puis il demanda, d'une voix douce mais précise. « Mademoiselle Rousseau, pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par « confrontation » avec la mère de monsieur ?» Camille renifla, posa la main sur sa poitrine pour accentuer le pathos, puis répondit. « Nous avons juste parlé, peut-être que j'ai un peu élevé la voix, mais elle est tellement sensible, elle dramatise tout. » Ce fut un instant de pure maladresse. Un trou dans sa version. Une fissure. Et mon avocat n'attendait que ça. Maître Dubreuil se leva calmement, ouvrit un classeur, puis posa sur la table du juge un dossier soigneusement préparé. « Votre honneur, j'aimerais soumettre des éléments de preuve pertinents. D'abord, une série de messages envoyés par la pétitionnaire, dans lesquels elle décrit avec enthousiasme l'incident en question. » Le juge ajusta ses lunettes. Camille se raidit. L'avocat continua. « Voici, je cite, « J'ai sauté hors des buissons. Sa tête valait de l'or. » Fin de citation. L'expression du juge changea subtilement, comme une ligne verticale apparaissant au milieu d'un visage jusque-là lisse. Ensuite, voici l'enregistrement de l'appel au 911 fait par monsieur au moment de l'incident. On entendit ma voix paniquée, les instructions de l'opérateur, la respiration saccadée de ma mère. Camille devint blanche. Son acting pleurnichard perdit d'un coup toute crédibilité. Puis vint le rapport des urgences, tachycardie sévère, tension incontrôlable, risque majeur de récidive. Enfin, la pièce maîtresse. Voici la déclaration écrite d'un cardiologue spécialisé, expliquant en termes médicaux que même un stress soudain, comme une frayeur volontaire, peut provoquer un événement cardiaque potentiellement fatal chez une patiente dans cet état. Le juge referma lentement le dossier, posa les 2 mains sur son pupitre et regarda Camille d'un air qu'on réserverait à quelqu'un qui vient d'avouer avoir joué avec une allumette au-dessus d'un bidon d'essence. « Mademoiselle Rousseau, vous avez sciemment effrayé une patiente cardiaque vulnérable, puis vous avez tenté de présenter les faits à l'envers,
et, ce qui est plus grave encore, vous avez menti sous serment dans cette salle. Camille tenta de parler, mais sa voix se brisa en un grincement incohérent. Le juge ajouta, très froidement. Votre demande de mesures restrictives est non seulement infondée, mais constitue un abus manifeste du système judiciaire. Elle est rejetée avec préjudice. Puis, après un silence lourd. Compte tenu de la nature des faits, je transmets immédiatement le dossier au procureur du district. Une onde de choc traversa la salle. Camille, elle, s'effondra littéralement sur sa chaise comme si elle venait de perdre l'usage de ses jambes. Une semaine plus tard, un officier frappa à ma porte pour m'informer, d'un ton sec mais poli, que Camille Rousseau faisait désormais l'objet d'accusations officielles pour mise en danger imprudente, une charge pénale. Tout cela pour une blague. Pour un moment d'ego blessé. Pour se sentir supérieur à une femme vulnérable. La justice commençait à se refermer sur elle comme une trappe qu'elle avait elle-même déclenchée. Le procès n'eut rien de spectaculaire. Aucun éclat dramatique, aucun renversement théâtral. Juste des faits, méthodiques, précis, implacables. Les médecins, les rapports, les témoins, la chronologie. Et surtout, ses propres messages, ses propres paroles, sa propre vanité gravée noir sur blanc. Camille, qui autrefois maîtrisait chaque pièce de théâtre social qu'elle montait, se retrouva face à une salle où les regards n'étaient pas émus, mais attentifs. Scrutateurs. Fatigué de ces contradictions. Quand le jury revint avec son verdict, l'air dans la salle sembla se densifier. Coupable. Elle baissa la tête, enfin silencieuse, un silence presque surprenant de sa part. Pas un mot, pas une protestation. Comme si la réalité, après des mois de déni, venait de lui tomber dessus d'un seul coup et l'écraser. Le juge lut la sentence avec cette voix mesurée, presque pédagogique. 18 mois de probation. 150 heures de travaux d'intérêt général. 5200 $ de restitution pour les frais médicaux de Madame Claire. Et une ordonnance restrictive de 4 ans. Camille éclata en sanglots immédiatement, comme à son habitude, mais cette fois, personne ne vint la consoler. Sa mère, en revanche, explosa. C'est une injustice. Elle n'a rien fait de mal. Vous détruisez sa vie. Le juge leva un doigt. Un geste minuscule, mais qui fit taire la salle entière. Madame Rousseau, votre fille a choisi la vanité plutôt que la sécurité. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision. Et les décisions ont des conséquences. Aucune émotion dans sa voix. Juste une vérité simple, indiscutable. Peu après, les effets pratiques commencèrent à tomber comme des dominos. Camille fut renvoyée de son emploi. Ironie presque cynique, elle travaillait dans un établissement de soins pour personnes âgées. Avec son casier judiciaire, elle était désormais officiellement inéligible pour travailler avec des adultes vulnérables. Une porte fermée à jamais. Ses amis, ceux qui l'avaient encouragée dans son délire, disparurent peu à peu, comme souvent lorsque la façade de la « victime parfaite » s'effondre. Sa réputation, soigneusement construite, se dissipa comme de la fumée. Et puis, le monde continua de tourner. Ma mère récupéra lentement, retrouvant un peu de couleur, un peu d'énergie. Elle s'excusait encore parfois d'avoir causé des complications, ce qui me brisait le cœur chaque fois, parce que la seule personne qui devait s'excuser se cachait derrière des larmes opportunistes dans un tribunal. Nous avons déménagé dans un quartier plus calme, un peu plus éloigné du centre, avec des voisins discrets, des rues tranquilles, de l'air plus léger. Maman dort mieux. Moi aussi, je crois. Quant à ma vie sentimentale, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un de normal, ce mot qui paraît banal jusqu'à ce qu'on sorte d'une expérience chaotique. Quelqu'un posé, attentif, qui ne pense pas qu'effrayer une femme âgée est une façon de mettre des limites. Quelqu'un qui ne cherche pas à gagner une guerre imaginaire. Et parfois, tard le soir, je me demande. Est-ce que j'aurais pu éviter tout ça? Est-ce que j'aurais dû voir les signes plus tôt? Est-ce que j'aurais dû être plus vigilant? Puis je repense à Camille, à ses choix, à son rire quand elle m'a avoué ce qu'elle avait fait. À son regard fier, satisfait. À la panique de ma mère sur le canapé. À l'hôpital. Au tribunal. Et la réponse est simple. Non. Ce n'était pas mon poids à porter. Ce n'était pas ma responsabilité. Ce n'était pas ma faute. Les conséquences qu'elle a subies n'étaient que le reflet exact de ses décisions. Elle a creusé le trou, sauté dedans, puis s'est étonnée que le monde ne lui tende pas la main. Alors, est-ce que je me sens coupable?
Pas une seconde. Elle a choisi chaque étape de son propre désastre. Et moi, j'ai simplement refusé d'être entraîné avec elle.